Alors, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à cette revue des stratégies. Pour le mois de juillet 2024, mon nom est Jean-François Gosselin, je suis gestionnaire de portefeuille au sein du groupe Gosselin et Dubuc et je suis accompagné de Marc. Salut Marc! Bonjour Jean-François, bonjour à tous. Alors, sans plus tarder, on va prendre le temps de regarder l'agenda de la présentation. On va revoir le sentiment du marché, on va parler de quelques faits saillants, on va regarder les scénarios économiques avec lesquels on travaille et on va conclure avec l'évolution de notre stratégie. Donc, vous avez l'habitude de voir cette page-là. À gauche, complètement, vous avez le baromètre là, au niveau de l'optimisme et du pessimisme des marchés. Et on se situe, bonne nouvelle, à un indicateur de 85. Donc, dans l'optimisme extrême, je pense qu'il faut quand même être un peu prudent quand on arrive à ces niveaux-là. Et on le voit à droite, là, c'est rattaché naturellement aux performances du S&P 500 qui va très bien depuis le début de l'année. Et ben, les marchés en général là, se comportent très bien. On a quand même un super bon début d'année. Et on le voit à droite, quand on regarde les rendements des différentes classes d'actifs, on a le S&P 500 qui fait 15,8 depuis le début de l'année, le marché canadien qui fait 6,2. Puis Marc, j'ai quasiment envie de te demander, est-ce que ça vaudrait la peine de rajouter des actions américaines, de vendre des actions canadiennes? Qu'est-ce que tu penses de ça? Oui, ben, merci Jean-François. Effectivement, c'est une question à se poser, là. C'est sûr que si on était sous-exposé aux actions américaines, il faudrait rapidement fermer cet écart-là. Mais dans notre cas, on est pleinement investi là, du côté américain. Puis il faut vraiment regarder du côté américain les secteurs, les différents secteurs. On voit le secteur des communications, mais dans lequel ils ont inclus Google, ils ont inclus Meta, puis les technologies de l'information. Donc, c'est vraiment ces deux secteurs-là. En fait, c'est une poignée de compagnies, Jean-François, peut-être 7, 8 compagnies qui tirent le marché américain vers le haut. Si on faisait que exclure ces 7, 8 compagnies-là, le rendement du S&P 500 ne serait pas bien différent du rendement des actions canadiennes. Donc, les actions canadiennes ne sont pas complètement à part. En fait, c'est tous les autres secteurs. Il n'y a que la technologie d'un côté, puis les autres secteurs. Donc, je serais prudent, là, Jean-François, à courir après ces noms-là. C'est plaisant de participer, mais de se mettre à courir après eux, je garderai un petit côté de prudence là, pour ma part. OK, donc ce qu'on voit à cette page-ci, on voit le S&P 500 à gauche, encore une fois, là, on voit qu'effectivement, il est au-dessus de ses moyennes mobiles de 50 jours, de 100 jours et de 200 jours. Donc, je pense que ce que tu me dis, c'est qu'il faut être prudent parce que ça ne va pas nécessairement tenir là, sur du long terme. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, en fait, tu as raison, c'est l'inverse de la question que tu viens tout juste de me poser. D'un côté, c'est peut-être pas le temps de courir après le marché, mais est-ce que ça vaut la peine de rester investi? Est-ce qu'on pourrait dire aussi, oh non, non, c'est trop cher, on sort complètement du marché américain. Mais quand on regarde, on voit l'évolution du marché américain, justement, du côté gauche là, de cette page-là. On voit surtout là, les lignes en pointillés, c'est les moyennes mobiles. Donc, le S&P 500 clairement au-dessus de ses moyennes mobiles, peut-être en situation de surachat, comme tu as montré tout à l'heure aussi, là, avec le sentiment du marché. Mais quand on regarde le tableau de droite, on voit que historiquement, le S&P 500 rapporte en moyenne 7,1 par année là, depuis 1965. Mais quand on est au-dessus des moyennes mobiles, il rapporte encore plus, voire jusqu'à 9,7 quand on est au-dessus de la moyenne de 200 jours. Donc, on dit souvent en anglais, là, The trend is your friend, donc la tendance est ton ami. C'est vrai qu'il ne faut pas courir après le marché américain, mais ça vaut la peine de suivre la tendance puis de rester investi du côté américain dans une situation comme ça. Et d'en profiter. Euh, Au niveau des faits saillants, Marc, on voit depuis le début de l'année, là, on s'attend à des baisses de taux et tout ça. On a vu des problèmes d'inflation, l'année passée des hausses de taux. On est rendu où de ce côté-là? Est-ce que la politique monétaire a fait son effet? Ben oui, on commence à voir
les effets. Oui, l'inflation a baissé graduellement, mais elle demeurait quand même assez haute. Mais quand on commence à regarder les indicateurs avancés, un que j'affectionne beaucoup, c'est vraiment l'ISM. L'ISM, c'est un sondage, en fait, qui est fait aux États-Unis auprès des entreprises, puis il divise entre les manufacturiers puis les entreprises de services. Les manufacturiers sont drôlement intéressants parce que c'est souvent, on va chercher un peu leur humeur, Jean-François. Fait on veut savoir comment ils se sentent par rapport à l'économie actuelle. Ils ont-ils le goût d'investir plus, agrandir les usines, acheter du nouvel équipement? Ça a un effet multiplicateur dans l'économie. Puis présentement, on est revenu en zone de contraction. La dernière fois qu'on s'était parlé, Jean-François, là, au mois de mars, on était revenu en zone d'expansion, donc au-dessus du niveau de 50. Mais là, on est revenu en contraction. Donc, on voit vraiment un ralentissement de ce côté-là. Puis ce qui est surprenant là, dans le dernier mois, c'est que même l'ISM de service, hein, on disait que les consommateurs, tout allait bien là, au niveau des consommateurs, mais même les services aux États-Unis, on est maintenant passé en contraction. Donc, on est passé de 53,8 à 48,8 juste dans le mois de juin. Puis on commence à le sentir au niveau de l'emploi aux États-Unis. C'est encore des beaux chiffres d'emploi, là, les 206 000 emplois qui ont été créés aux États-Unis le mois passé, ce qui est un petit peu mieux que ce qui était attendu même. Mais les chiffres, on voit que les chiffres des derniers mois ont été révisés à la baisse. Puis on voit que le taux de chômage commence à monter tranquillement à 4,1 %. Donc, l'effervescence ou la folie là, de chercher des employés aux États-Unis, ça s'estompe tranquillement. Là, on revient plus à des niveaux plus plus normaux, je devrais dire. Mais on voit encore des salaires qui montent à 3,9 %. Donc, c'est encore un petit peu trop élevé, peut-être pour le goût de la Fed. Au Canada, par contre, on est peut-être plus avancé là, dans un cycle de ralentissement. Il s'est perdu 1400 emplois là, dans le dernier mois. Le taux de chômage est rendu à 6,4 %. Mais encore là, les salaires sont élevés. Là, la hausse salariale année sur année, on est encore à 5,6 %. C'est beaucoup trop haut pour la Banque centrale du Canada. Ça va leur rendre la tâche plus difficile. Là. Ils ne pourront pas baisser leur taux rapidement, le mois après mois. Ils ont fait déjà une baisse de taux, mais on va voir là, comment ils vont pouvoir aligner leurs choses, là, Jean-François. Donc, si ça se dégrade là, graduellement, est-ce qu'on va enfin, tu penses, voir des baisses de taux aux États-Unis? Ben, c'est ça qui est la question. Hein. Il y a beaucoup de gens, puis surtout dans une année électorale comme cette année, on ne voudrait pas que la Banque centrale interfère dans les élections fédérales. Mais on voit dans cette page-ci, du côté gauche, on voit vraiment enfoncé, là, c'est la ligne, en fait, là, à 5,3 %, c'est le taux de la Banque centrale américaine. Puis la ligne en rouge, c'est le taux qui est évalué par des économistes, qui serait le taux neutre. Donc, le taux, si on revenait notre inflation à 2 par exemple, puis on voudrait se maintenir là-bas à 2 bien, on serait plus aux alentours de 3,5 de taux d'intérêt. Donc, c'est quand même 2 au-dessus. Clairement, le président de la Banque centrale américaine, il a toujours le pied sur le frein. Là, si je prends l'analogie de voiture, il est toujours en train de freiner l'économie. Puis du côté droit, je parlais tout à l'heure de l'ISM, mais si je regardais l'ensemble des indicateurs avancés, on voit clairement que les indicateurs avancés ont baissé. Là. On est rendu à peu près à 14 de baisse du côté des indicateurs avancés. Donc, il y a clairement un ralentissement dans le système. Puis oui, Jean-François, ça commence à sentir de mieux en mieux là, de voir probablement la Banque centrale américaine commencer à baisser ses taux dès septembre. Bon, ça va soulager beaucoup les consommateurs, ça, c'est certain, de ce côté-là. Marc, au niveau des scénarios économiques avec lesquels on travaille toujours avec ce qui nous est fourni par le bureau de chef déplacement. Puis on voit que, mis à part peut-être quelques terminologies là, qui ont changé, le reste, c'est similaire à ce qu'on avait au mois d'avril dernier. Donc, on a 90 de poids qui est accordé à un scénario d'atterrissage en douceur ou d'une récession légère, puis un 10 qui est toujours pour une récession un petit peu plus sévère. Donc ça, ces choses-là n'ont pas bougé. Au niveau du positionnement stratégique de notre portefeuille, on a à l'écran la répartition d'actifs d'un portefeuille équilibré. Est-ce que tu vois des changements importants à faire de ce côté-là?
Pour l'instant, non, Jean-François. Là, on a un positionnement qui est intéressant. Je suis content qu'on soit resté investi. Là. Tu sais, on a eu des périodes un peu plus difficiles en 2022, en 2023, mais on est resté investi, resté sous-exposé aux obligations qui font pas très bien encore aujourd'hui. On a une surexposition au marché canadien, puis surtout aux stratégies alternatives qui sont un hybride entre des obligations puis des actions. Donc, on est vraiment dans une position pro-croissance. Donc, on participe vraiment avec la hausse des bourses actuelles, mais de façon prudente. On reste prudent. Puis la surpondération actions canadiennes, c'est pas parce qu'on aime beaucoup plus les actions canadiennes que les actions américaines ou internationales. C'est vraiment une question de rendement risque. On trouvait que les actions canadiennes représentaient peu de risques là, parce qu'on avait tout le réseau des banques canadiennes qui était dévalorisé. Il y avait les pétrolières canadiennes aussi qui étaient dévalorisées. Donc, c'était seulement, il faut se rappeler qu'on a sous-pondéré les obligations pour aller en action. Donc, c'était vraiment une transaction pour avoir un rendement supérieur. Puis, c'est effectivement le cas encore cette année. Donc, un rendement supérieur, mais avec un risque qui est quand même contrôlé. On va voir, Jean-François, là, cette année, il va y avoir des élections américaines, comme je le disais tout à l'heure. On va arriver en septembre, en octobre. Il est possible qu'il y ait un petit peu plus de volatilité dans le marché. Puis là, ça sera peut-être une occasion de revoir nos Ah, positions. Peut-être, ça sera peut-être une occasion pour acheter des actions là, à ce moment-là. Peut-être OK. acheter un peu plus d'actions. Parce que les banques centrales, ils ont tous les outils en main. Là. Même s'il y avait un ralentissement, oui, on le voit dans nos scénarios économiques, un ralentissement qui est quand même contrôlé dans les prochains trimestres. Mais si on regarde 12 à 18 mois en avant, c'est ça qu'on essaie de faire là, ici, on essaie de regarder un petit peu plus loin, ben, c'est de dire les banques centrales ils ont tout en main pour réduire les taux d'intérêt puis stimuler l'économie. Donc, à ce moment-là, ça devrait être bon là, ça devrait être meilleur pour les actions que pour les obligations, encore là, pour les 12-18 prochains mois. Donc, on va avoir ça à l'œil pour saisir ces opportunités-là. Alors, merci beaucoup, Marc. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vous avez nos coordonnées à l'écran si vous avez des commentaires ou des questions à nous adresser. Et sur ce, on en profite pour vous souhaiter un bel été et ceux qui ont des vacances, profitez-en pleinement. À bientôt. À bientôt.